Eh bien, ça arrive à de nombreux bègues. On ne bégaye jamais en public. En plus, j'ai fait du chant dans une manicanterie de petits chanteurs à la Croix-de-Bois pendant 6 ou 7 ans. Et il paraît, c'est la meilleure thérapie pour parler. Alors bon, j'ai eu beau voir des orthophonistes qui me faisaient faire des signes de croix avec la langue devant un miroir pour corriger, bref. Alors pour dire qu'il ne faut pas perdre espoir, toutes les latéralités ou unilatéralités qu'on peut avoir ou les chevauchements, eh bien, il faut arriver à trouver son équilibre. Et merci Jacques encore, tu nous as montré à quel point ce double lien avec les parents, mon père était un peu jaloux de moi quand j'étais enfant. Il me l'a dit un jour où je parlais à ma mère, peut-être sur un ton que je n'utilisais pas habituellement. Mais quand il a lu mes premiers rapports de voyage, où je partais 3 mois tout seul en Laponie avec quasiment pas d'argent, et j'ai fait des centaines de kilomètres à pied avec entre 20 et 40 kilos sur le dos, rencontrant des nomades, traversant des marécages. J'avais un canot pneumatique, suivant un fleuve, le fleuve Tanaelf, qui fait la frontière entre le nord de la Finlande et la Norvège. On m'avait dit c'est dangereux, mais on ne m'avait pas dit qu'il y avait une chute d'eau. Et puis un jour, j'ai senti le courant qui s'accentuait, et puis on ne le voit pas quand vous êtes en haut de la chute. On ne voit pas sa hauteur. Et puis, je me suis retrouvé, alors j'ai eu le temps quand même de mettre à l'abri, j'avais une petite ciné-caméra, des films, mon petit bagage. Bon, je me suis retrouvé trempé, mais entier, avec le canot puis mes bagages. Et ce n'est qu'un épisode. Et j'ai fait sans doute en canot pneumatique quelques 250 km comme ça, à pied 500 km, 40 à 50 km par jour, dans la solitude. Donc, tous les débats, le silence, je connais. Mais le silence bavard, où on entend les plantes, les arbres, les animaux, les insectes, on entend ses propres pas. Puis quand vous marchez dans la toundra, parfois c'est un peu marécageux. Et puis, ça a été pour moi le voyage à 18 ans initiatique. Et toute ma vie a été marquée par le silence arctique. C'est très différent de la toundra puis la forêt. Il y a aussi des bruits. Il y a aussi des animaux, des petits animaux, il y a des harfans des neiges, il y a des perdrix des neiges, il y a des lièvres blancs. Enfin, quand ils changent de couleur pendant l'été. Et puis, il y a les aurores boréales la nuit. En tout cas, ce voyage a déterminé ma vie, m'a appris à être moi-même, et m'a ouvert à la cosmologie. Et j'allais dire, ma plus grande découverte, c'est que derrière les binarités, alors faites attention, en se revendiquant d'une binarité pour critiquer, c'est le mouvement queer, l'hétéronormativité, comme Judith Butler utilise le terme, comme Foucault l'utilisait, et Judith Butler s'inspire de Foucault, lui était gay, elle est lesbienne, et puis il le revendiquait. Mais Foucault voulait écrire un livre sur l'intersexualité. Et personne n'a vraiment parlé de cette distinction. Les intersexes sont véritablement
les plus abandonnés du genre, parce qu'ils naissent et on est incapable de dire s'ils sont mâles ou femelles. Et on tranche. Alors soit les parents sont effrayés et font opérer l'enfant, souvent pour le transformer en fille, c'est plus facile de couper que de rajouter quelque chose qu'on n'a pas. Mais il y a une demande très forte pour eux qu'on puisse modifier l'état civil pour reconnaître qu'on ne puisse n'être ni l'un ni l'autre. Et l'Allemagne a fait un pas dans ce sens. Il y a un certain nombre de pays maintenant, dans les pays scandinaves, la Hollande, où on commence. Mais il y a une naissance et demie sur 100 dans le monde. Enfin, au niveau du monde, ça fait quelques millions. Et qui vivent aussi, ces gens-là, et eux sont vraiment enfermés dans une camisole de force. Et en France, il y a eu comme ça, cette année encore en cours de cassation, une demande d'un monsieur qui a 60 ans maintenant, qui est marié, et qui a eu des enfants, et qui demande qu'on modifie. Alors, en première instance, ça a été accepté, ça a été cassé en cours d'appel, et puis finalement, avec un bon avocat, il est allé en cassation, puis la Cour de cassation a dit « ça nous dépasse ». Le Code civil, nous ne pouvons pas le changer. C'est aux politiques de prendre une décision pour changer un Code civil. Ce n'est pas les juristes en eux-mêmes. Les codes sont là pour être appliqués. Et donc, on attend. J'ai écrit au président Macron pour l'encourager à en faire une priorité. Et vous regarderez dans la revue Sociaux, il y a eu un numéro spécial sur le genre qui est paru, si je ne me trompe pas, fin 2018. Et ils ont fait une longue entrevue avec moi sur ce thème et j'évoque ces problèmes et cette très grande injustice. Alors, avant de réclamer une reconnaissance, une non-discrimination, pensez à ceux qui véritablement ont le plus besoin d'exister. On nie leur existence. Et ils sont nés comme ça, soit pour des raisons génétiques, où il y a toutes sortes d'influences qui peuvent survenir au moment de la conception. Mais enfin, pour vous dire aussi que je suis, et j'ai été très vite, très sensible, sans le savoir, à ces questions-là. Et quand je suis arrivé sur le terrain, assez vite, je me suis intéressé chez les Inuits, parce qu'après les Samis, où j'avais obtenu pour mon rapport le 2e prix national, une bourse un peu plus grande, j'ai décidé d'aller avec mes idées sur l'évolution chez les chasseurs-cueilleurs, et c'était les Inuits qui s'imposaient. Dans l'Arctique, la Sibérie était fermée complètement à la visite d'étrangers à ce moment-là. Et en 1955, je suis arrivé au Canada. J'ai mis 5 mois avant de réussir à monter. Il n'y avait pas de ligne régulière. Et puis, je me suis retrouvé à Shefferville comme aide-dynamiteur après 5 mois de travaux à Montréal. Et puis là, un avion s'est posé qui remontait à Côte-d'Ivoire, qui avait besoin d'essence. Et très vite, mes amis qui géraient, et mes amis de McGill qui géraient la station météo, m'ont réveillé et m'ont dit « Bernard, tu as une chance, 10 minutes, l'avion se pose, il va forcément ». Moi, je m'apprêtais à convaincre un chef amérindien, un monsieur Mackenzie, Naskapi, qui campait près de la mine, voir s'il n'accepterait pas de me faire monter en raquette à neige, de me guider. Enfin, à ma connaissance, ça n'a pas encore été fait par quiconque, un voyage comme tel, mais j'étais prêt. J'avais des raquettes à neige, des mocassins indiens, je m'étais procuré un petit fusil. Et puis, voilà, donc ça ne s'est pas fait en raquette à neige.
Et puis, c'est là qu'arrive à Côte-Jouarre, peu à peu, j'ai pu remonter jusqu'à Kangersouk, et puis 4 jours en traîneau à chien, jusqu'à Croartac. Ce n'était pas un village, c'était un camp saisonnier. Il n'y avait pas de village. Un camp saisonnier fait, il y avait une cabane où vivaient 2 missionnaires catholiques, et le reste, c'était des igloos de neige. Et vous en verrez des images tout à l'heure, des grands igloos familiaux, et les gens, mais j'ai jamais vu des gens aussi heureux. Ils riaient tout le temps, ils m'invitaient, enfin on communiquait comme on pouvait. Je parlais encore moins anglais que... Je parle un mauvais anglais maintenant, moi j'ai appris l'allemand, le latin, le grec, et puis un peu de russe, mais bon, c'est chez les Inuits que j'ai appris mes connaissances d'anglais, et puis bon, au Québec aussi. Alors voilà, vous voyez, un être humain se constitue dans sa famille, et c'est pour ça que c'est très important de se resituer dans sa fratrie. Combien de gars, combien de filles, etc. Moi, j'avais 5 sœurs, et puis 2 frères, on est encore 7. Et puis, voilà, mon profil s'est fabriqué de cette façon-là. Alors, retenez, musique, il paraît qu'il n'y a pas de meilleur moyen de développer son cerveau, d'apprendre le chant très tôt. Alors, si vous avez des enfants, soignez-les, parce que mes collègues me disent « Mais comment tu fais à ton âge ?» Moi, je suis encore capable de chanter bien fort. Alors, allons-y. Nouvelle perspective sur l'identité et le genre inuit. Face au binarisme occidental croissant, retenez ça, nous sommes dans une société de plus en plus binaire. Toute votre vie va être marquée par la binarité, l'informatique, les téléphones portables, la robotisation, tout ça, c'est du binaire. On n'en sortira pas, on a beau vouloir, sauf si l'on retourne pour regarder les cosmologies autochtones, et tous les autochtones des Amériques viennent d'Asie. Et comme par hasard, en Asie, eh bien, il y a cette approche ternaire. Alors, au lieu d'avoir une logique du tiers exclu, qui est la nôtre en Occident, qui imprègne le droit, toutes les sciences dites exactes, puis les sciences humaines sont aussi... Même le structuralisme était binaire. Lévi-Strauss a énormément de modèles binaires. Alors on me classe parfois dans les structuralistes parce qu'il m'a fait entrer dans son laboratoire et j'ai travaillé 7 ans avec lui. Mais moi, je dis, si je suis structuraliste, c'est de la vie. Or, il n'y a pas grand-chose d'approche structurale de la vie. La vie, elle ne s'enferme pas dans du binaire. La vie, elle est complexe. Et toute la vie, je ne parle pas seulement des humains, toute la nature. Alors, je sais que les technologies, si on va sur Mars, etc., c'est grâce à la binarité, à nos machines. Mais on cherche aussi à prolonger la vie. À la reculer, on nous promet, dans X années, on vivra jusqu'à 150 ans, peut-être 200, mais ce n'est pas du tout comme ça que pensent les autochtones. Quand on est dans le ternaire, la mort, elle est aussi importante que la vie. Ça va ensemble, c'est indissociable. Et donc, il faut se resituer dans cette énorme différence et faites très attention, chercheurs, chercheuses, artistes et autres, de ne pas vous réenfermer dans des modèles binaires en pensant vous protéger ou vous dégager d'une certaine oppression. Alors, cette logique inuite que j'ai découvert chez les Inuits refaçonne l'usage des termes de parenté, de l'adresse. Il y a des termes de parenté quand on s'adresse à quelqu'un. « Hey, maman !» ou bien « ma mère » quand on parle d'elle, terme de référence.
à partir des noms personnels des éponymes défunts. Chez les Inuits, quand vous naissez, on cherche à savoir quel est l'ancêtre décédé qui a décidé de revivre à travers vous. Et le témoignage de Mona ce matin, elle se reconnaît dans ce modèle. Les Inuits ont un terme, on est Sipinerk. On est Sipinerk et puis on est l'expression d'un défunt. Elle nous racontait que l'oncle de sa mère s'était manifesté en rêve et que sa mère savait qu'elle donnerait ce nom au bébé qu'elle portait. Bon, c'était une fille, et bien, elle a reçu le nom. Alors, je ne sais pas si sa maman l'appelait mon oncle, mais c'est ce qui se passait. Et moi, le jour où j'ai rencontré une femme d'une 60aine d'années, et puis j'avais su qu'il y avait des Inuits qui se souvenaient de leur naissance. J'avais rencontré à Cape Dorset un Inuk qui m'avait raconté. Et puis on me disait, ah oui, il y avait une femme qui vivait à Kangersuaq. Elle racontait sa vie dans l'utérus de sa mère. Alors je me suis mis à poser, en arrivant à Igloolik, un des villages quand même les plus traditionnels. Le premier missionnaire catholique chrétien est venu en 1930. Et donc j'ai pu travailler avec des gens qui avaient été formés dans le chamanisme, des enfants de chamans, et même quelques chamans qui finalement sont convertis. Et donc, j'ai pu poser ces questions. Et cette femme âgée me dit, si je connais quelqu'un qui se souvient de sa naissance, elle me dit, ça t'intéresse? Je dis, beaucoup. Elle dit, ben moi, je me souviens non seulement de ma naissance, mais de ma vie dans l'utérus de ma mère, et puis de ma vie d'avant, quand j'étais mon grand-père. Et elle me raconte ses souvenirs, elle est dans la tombe, et puis elle a froid, et elle a soif, elle repousse le bloc du bout de la tombe, sort, et puis elle voit l'igloo familial en bas où sa fille vit. Il se met à descendre vers l'igloo, et puis elle se dirigeait vers un petit igloo toilette pour faire ses besoins du matin. Et puis il la suit, il entre, elle avait défait sa ceinture, baissé ses culottes, et puis lui touche le bout de la ceinture. Et alors, c'est elle qui me raconte. Et puis voilà, je me retrouve à l'entrée d'un igloo, et puis je suis tout nu, et puis je m'installe, et puis c'était l'utérus de la maman. Pour le fœtus, l'utérus est un igloo. Et donc j'ai découvert aussi les échelles de grandeur. Les Inuits ont une capacité incroyable de changer d'échelle, de prendre l'échelle d'une fourmi et de voir que se représente une fourmi, que représente telle chose pour une fourmi, pour un fœtus, pour un petit gibier, pour un grand gibier. Et donc, ils naviguent. La réalité, elle change selon le point de vue, selon votre taille. Et on a désappris. Nous, soit il faut un télescope pour regarder le ciel, soit il faut un microscope pour regarder l'infiniment petit. Les Inuits font mentalement ces changements d'échelle et ils sont capables. Ils vous voient, ils essaient de se représenter ce que vous voyez. Ils voient un gibier, ils se mettent à la place du gibier pour être capables de l'approcher. Alors, je vais monter. Alors, j'ai développé à partir de ces témoignages un modèle d'un troisième genre inuit, après avoir découvert un genre narratif inuit étonnant que j'appelle les souvenirs intra-utérins. On le retrouve dans pratiquement toutes les parties de l'Arctique inuit, en Alaska, chez les Inuits de Sibérie, dans l'ouest, au Nunavut, on retrouve ça pratiquement dans tous les villages. Des étudiants que nous avons envoyés au nord ont trouvé dans les villages où ils allaient, où je n'étais pas allé, effectivement des gens qui étaient capables de raconter les mêmes choses. Alors, j'ai construit un premier niveau que j'appelle le niveau infrahumain.
en prenant ce point de vue du fœtus et qui, par analogie, pour lui, l'utérus, c'est un igloo. Et un deuxième niveau qui est celui des enfants transgenres. Souvent travestis, entre la naissance et la puberté, en raison du fait qu'ils réincarnent un ancêtre du sexe opposé. Et le travestissement constitue pour moi le deuxième niveau. Une fois né, eh bien, on s'adresse à la personne par les termes de parenté qu'on utilisait pour l'ancêtre décédé. Alors, la parenté ne veut plus rien dire. C'était la grande mode quand je suis arrivé au Canada. Tous les Américains, les anthropologues venaient étudier la parenté, essayer d'inventer. Et pour en arriver à ceci, comment se fait-il qu'ils ont le même système de parenté que nous, les Occidentaux? Alors, eux, qui sont des chasseurs-cueilleurs, puis nous, l'étape la plus avancée de l'évolution, on cherchait une réponse. On ne l'a jamais trouvée. Par contre, la parenté n'est pas importante, sauf que la famille se constitue quand même. Mais, petit détail, les Inuits pratiquaient l'échange de conjoints. Ça pouvait se faire rituellement, sous la gouverne du chaman, ou bien un couple n'arrivant pas à procréer fait un échange avec un autre couple, et puis ça peut marcher à ce moment-là. Donc ça crée des liens entre les familles, mais la sexualité, il n'y a jamais eu aucune véritable étude. La sexualité, elle était multiple. Il y avait de la zoophilie. Un chasseur qui lutte contre un gibier, que ce soit un ours ou un phoque barbu, eh bien, certains étaient tentés, après avoir tué l'animal, de pénétrer l'animal sexuellement. Si c'était une femelle, bien sûr. Et les chamans faisaient avouer. C'était dangereux pour la communauté, ça risquait de faire fuir le gibier. Donc, il y avait des comportements individuels, mais les règles que l'on ne respectait pas risquaient, et il fallait les avouer publiquement. Et à ce moment-là, la communauté, en public, il fallait le faire, disait « Très bien, la personne est pardonnée, mais il faut faire attention, nous tenons à garder une relation avec le gibier qui s'offre à nous, et il ne faut surtout pas faire en sorte qu'il s'éloigne et que nous n'y ayons plus accès. » Alors le troisième niveau, qui est le niveau cosmique, et vous allez voir le petit modèle auquel cela nous conduit. Alors, bon, pourquoi je l'ai fait comme ça? C'est que Mauss, en 1906, publie un essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux, en disant il y a deux grandes saisons, l'été et l'hiver. Et pour lui, il en fait une théorie, et il dit dans tous les pays, on n'a pas le même droit, le même comportement social. Vous partez en vacances, vous avez plus de liberté, éventuellement pour avoir des aventures sexuelles par rapport à l'hiver. Bon, ce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'est jamais allé chez les Inuits et il ne parlait pas la langue, et moi je l'ai découvert dans le langage chamanique, c'est que le terme pour dire été est construit sur le terme arnark, qui peut dire femme, qui peut dire femelle, enfin, bon, on ne distingue pas, on dira un animal arnark, si c'est un animal femelle. L'hiver est construit sur le radical angut, mâle. Alors, Mauss n'a pas su que derrière cette division saisonnière, il y avait la division des sexes qui servait à penser l'ensemble. Et c'est le cas chez beaucoup de peuples, on voit ça en Afrique, que cette division en apparence binaire, mais elle ne l'est pas. Et penser, on a parlé de l'Asie, de la Polynésie, enfin, ou du Pacifique, le mana,
Eh bien, vous avez le Manitou chez les Amérindiens, et puis vous avez Silla chez les Inuits, et vous avez le Chi dans le taoïsme. Tout le monde connaît le yin et le yang, mais le yin et le yang font partie du Chi qui les englobe. Et là, on est dans le tiers inclus. Et ça, c'est la vie, c'est la cosmologie, c'est la vision globale. Alors, on croyait aussi qu'il y avait des bébés qui pouvaient sortir de terre. Alors voilà une superbe gravure faite par Germaine Arnach-Taoyer, qui provient d'Igloolik. Et donc, les femmes qui n'arrivaient pas à procréer devaient aller essayer de recueillir des bébés qui sortaient de terre. Et donc, il y a un mythe. Et bon, j'ai publié récemment un livre en anglais, mais qui existe aussi en français. Alors, là, c'est les saisons, avec la partie en bleu masculine, en rouge féminine, et à travers la conception, on voit le fœtus, l'homme qui fournit son sperme, la femme qui fournit son sang, et puis le bébé va se structurer de la sorte. Et puis, pour devenir un homme et pour devenir une femme, il y avait des rites de passage. Pour la femme, c'était marqué par le tatouage. Et souvent, une fois qu'elle devenait femme, eh bien, on commençait à lui faire le tatouage. Ça, c'est la dernière tatouée du Nunavik, Siupik, que j'ai eu de la chance. Et tout le corps, j'ai fait un film sur le tatouage à Igloolik, d'une des dernières tatouées, et qui a été repris par une Inuk, une cinéaste, qui a essayé pendant des années, et puis le jour où elle est tombée sur ce film que j'avais tourné en 1976, elle n'en a pas dormi de la nuit, elle m'a téléphoné le lendemain matin pour que je l'autorise à l'utiliser dans son film. Donc, pour plaire au soleil, parce qu'à la mort, si une femme n'est pas tatouée, elle risque de se faire maculer de résidus d'huile de l'esprit féminin du soleil parce qu'elle n'est pas tatouée. Alors vous voyez, c'est un tatouage rayonnant, mais pour être une belle femme, il fallait avoir des tatouages, et tous les bras, les cuisses, etc. Enfin, c'était le rite de passage. Pour l'homme, c'était avoir un kayak. Alors je repense au traîneau de ce matin avec cette différence que la proue du kayak se dit en langue inuite « ushuiark », ce qui ressemble à un pénis, sous-entendu en érection. Et on ne pouvait pas, j'allais dire, se marier, enfin, commencer à fonder une famille, si on n'avait pas de kayak. Alors vous voyez comment l'homme producteur, la femme reproductrice, et bien quelque part, on fait aussi une analogie entre production et reproduction. Et puis ça se traduit par un symbolisme. Et le corps est présent dans les objets. La lampe à huile, et l'objet a un esprit. Est-ce que c'est possible de conclure, s'il vous plaît ? Alors, l'homme chasseur, vous le voyez ici, le petit village de Croirtac, quand je l'ai découvert en 1956, bon, c'est même un petit vidéo, mais je passe rapidement. La mère, ça c'est la grand-mère qui a adopté son petit-fils et qui le nourrit bouche à bouche. Elle enlève la graisse qu'il y a sous la peau du phoque qu'elle vient de tuer, elle le mâchouille et puis le passe de bouche à bouche à son petit-fils. L'igloo, les souvenirs qu'avait Iraji York. Alors elle disait, voilà, je suis dans l'igloo, à droite il y a des outils féminins, à gauche masculins, et de temps en temps, il y avait un chien qui apparaissait à l'entrée. Puis, étrangement, il avait la bouche fendue verticalement. Et puis, il crachait une sorte de nourriture, et je pense que je m'en suis nourri. Alors moi, elle me voyait, vous imaginez, je n'avais jamais lu quoi que ce soit là-dessus, ni entendu, ni rien du tout. J'avais des yeux. Elle dit, tu sais, je crois que c'était le pénis de mon père.
Alors vous voyez, le point de vue du fœtus, pour lui, le gland du pénis, ben, à son échelle, ben, ça équivaut à une tête de chien. Et tout est comme ça. Alors on voit une couleur un peu côté soleil, et vers le sud, vers le nord plutôt, c'est plutôt bleuté. On a encore là les couleurs, les outils, puis en sortant, elle décide, comme elle était la réincarnation du grand-père, de prendre un couteau masculin, long couteau pointu, et puis elle se dit, oh, je vais avoir une vie dangereuse et tout. Elle les repose, elle prend un couteau féminin, semi-lunaire, et sort. Et comme ça s'est passé pour Mona, en sortant, son pénis se rétracte, son périnée se fend, et elle naît fille. Mais elle est le grand-père. Oui, ben, j'ai bavardé avec Mona ce matin. Elle m'a dit, oui, je suis une Cipinac. Ma mère avait rêvé à son oncle et elle savait, elle voulait un garçon et elle savait qu'il porterait ce nom. Bon, ben, c'est une fille et il y avait pas loin de 1,5 à 2% des naissances qui étaient réputées avoir changé de sexe à la naissance. Donc c'est une première catégorie, vous voyez. Alors il y a ensuite ceux qui naissaient dans le même sexe que l'ancêtre qui était apparu en rêve et qu'on ne travestissait pas. Mais ceux-là, on les travestissait puisqu'ils réincarnaient quelqu'un qu'on aimait beaucoup, que dans la famille, les parents, la mère ou le père aimaient beaucoup. Ok, alors ça va aller très vite. Alors, le modèle se complexifie. Alors, on voit l'utérus en bas, qui est un micro-igloo. L'igloo qui est, par analogie, le microcosme de la voûte céleste. Mais c'est la même chose. Par analogie, selon l'échelle où on se place, pour les esprits, la voûte céleste, c'est comme un grand igloo. Pour le chaman qui se déplace entre tous aussi. Alors, ça c'est l'histoire. Il y avait des géants autrefois. Le géant pense chasser une rascasse. Vous savez, ces petits poissons de mer pleins de... Et puis, des chasseurs, eux, chassent une baleine franche. Mais pour le géant, la baleine est comme une rascasse, c'est un petit poisson. Et puis, dans l'excitation, il a une érection. Et puis, subitement, on voit apparaître, là, vous voyez, il a une érection et son pénis émerge. Et lui, ils ne sont pas très malins, les géants. Alors, il prend son gourdin et puis il assomme ce qui vient d'apparaître devant lui. Et puis, il tombe inanimé à la surface de l'eau. Alors, les Inuits qui chassaient la baleine, eux, arrivent... alors, il y a toute une histoire à le ligoter, etc. Mais pour dire encore à quel point... Alors, pour eux, c'est de l'humour de raconter ces histoires-là, mais ils vivent avec le corps. Et le corps, c'est le corps sexué, c'est le corps dans toutes ses fonctions, avec en plus ces changements d'échelle. Et alors, vous imaginez... toutes les histoires. Alors, les souvenirs intra-utérins, un genre narratif. Sipinéonerque, c'est le concept donc de changement de sexe à la naissance. Et alors, surtout très important, vous voyez l'axe en blanc qui traverse tout. Or, l'esprit équivalent au chi chinois, c'est le sila. Et le maître du sila, on l'appelle Narju, qui veut dire gros ventre. Et c'est un orphelin qui... Bon, toute une histoire. Et lui est le maître de toute la vie, de tous les animaux, des constellations, des changements de saison. Et à votre naissance, l'âme, votre âme, c'est une réduction de votre corps qui se loge dans une petite bulle d'air captée le jour de la naissance. Et vous avez, si vous êtes né un jour de beau temps, ça veut dire que vous aurez la capacité, votre vie durant, de rétablir le beau temps dans une tempête. Et Iradley York était dans ce cas.
Et elle me racontait que sa mère la faisait sortir quand les chasseurs n'étaient pas rentrés et que le temps se gâtait. Et elle lui disait, déshabille-toi, mets tes bras en l'air pour que l'esprit du Scylla puisse respirer l'odeur de tes aisselles, roule-toi par terre pour que l'esprit de la terre te reconnaisse aussi, et dit « Scyllaga naok, où est mon Scylla ?» Mais son Scylla, c'est le beau temps. Et normalement, si elle est entendue par l'esprit du Scylla, la tempête se calme et les chasseurs reviennent. Donc, c'est un magnifique système d'une logique étonnante, mais qui traite de façon holistique, globale, de toute la vie. Et quand on dit la vie, ce sont les plantes, les objets, etc., les animaux. Alors, bon, on va aller plus vite. Voilà un petit travesti, un petit garçon, vous voyez, qui est habillé en fille, parce qu'il a reçu le nom de la grand-mère qui vient de mourir, et qui est devenu un des plus importants artistes du groupe Art Cirque, que mon fils a contribué à créer à Igloolik pour lutter contre le suicide chez les jeunes, et qui est le seul cirque inuit qui vient de fêter ses 20 ans. Et ils sont invités, ils arrivent ce soir, une partie de la troupe, pour partir au Festival de Venise, représenter le Canada avec Avatar. Et donc, voilà ce que devenait un travesti. Il est père de famille, marié, devenu un super artiste, et donc ça rejoint. On va passer à la période de questions. Voilà, alors, très vite, il y avait des couples de chamans. Ici, vous avez une femme et son mari, les deux sont chamans. Et souvent, on fiançait une petite travestie avec un petit garçon qui avait 2 ans de plus, et ils avaient compris qu'ils devenaient complémentaires. Une fille travestie en garçon, un garçon travesti en fille, ils vont former un couple complémentaire. Un manteau de chaman m'a permis de voir que les chamans que j'ai retrouvés à l'American Museum of Natural History, mais qui provient d'Igloolik. Et j'ai travaillé avec le petit-fils de ce chaman, et on a reconstitué en 82 3 manteaux pareils. Il y en a un à l'Université Laval, un au Musée des civilisations et un à Yellowknife. Et une artiste inuite s'en est inspirée. Je suis vraiment désolée, on va prendre On termine. Sinon, on va pas pouvoir. 2 grandes personnalités inuites qui ont été élevées comme des filles. Zach Kunu, le grand réalisateur, auteur de Atanarjuat, et à droite, Peter Ernerk, qui est devenu le commissaire de la reine pour le Nunavut. Il m'a envoyé une photo de lui avec un manteau de petite fille, et il a été envoyé chez les religieuses. Quelqu'un le racontait hier dans les pensionnats. On le met dans la section des filles, puis il était habillé en fille, puis la religieuse qui lui enlève ses vêtements parce qu'il fallait les remplacer par des vêtements civilisés, dit « Ah, mais c'est pas une fille, c'est un garçon !» Alors elle téléphone à l'autre étage et dit « Venez vite chercher, on m'a envoyé un petit garçon dans le rayon des filles. » Bon, alors je voulais quand même vous le montrer que le fait d'être sipinerque ou d'être travesti peut conduire à des destins importants de médiateurs. Et ma thèse à moi, c'est que beaucoup devenaient chamans. On en voit 2 ici, Ira de York, et puis un chaman amazonien, parce que j'ai fait des études. Et la chamane amazonienne qui a été tuée l'année dernière par un Canadien de Vancouver et qui a été une de nos plus grandes informatrices, elle avait un époux Shipibo, et puis un époux Chaikoni, un esprit. Et avec l'esprit, elle a procréé une fille humaine. Alors les hommes chamans avaient aussi plusieurs femmes, mais eux avaient des enfants surnaturels qu'ils pouvaient prendre comme esprit auxiliaire. Alors on est, vous voyez, là encore, il y avait du travestissement partout. En Sibérie, j'en ai trouvé. Il y en a en Polynésie. Bon, alors, je suis au bout.